Et désolé. Merci et désolé de ce contretemps qui nous fait démarrer, mais ce sont les aléas de l'organisation ces dernières années. Alors que certes, je vous parle à distance donc depuis Toulouse, certes, nous avons été contraints de fonctionner selon des modalités hybrides avec les choses que l'on peut voir et les inconvénients que l'on peut rencontrer, mais malgré tout, il n'en demeure pas moins qu'ouvrir le colloque émancipation, institution, évaluation, un triptyque pour penser une évaluation émancipatrice, est pour moi à la fois un honneur et un plaisir. C'est un honneur d'abord que le GEVAP m'ait confié la présidence du conseil scientifique. Je suis très sensible à cette marque de reconnaissance et je les remercie sincèrement pour leur confiance. Qui plus est, le GEVAP a choisi Najwa Mohib comme vice-présidente, ce qui, au-delà de la chance de travailler une nouvelle fois avec elle, me donne l'opportunité de remercier publiquement le labo, le LISEC, et en particulier sa direction, Loïc Chalmel et Jacques Poudran, pour leur engagement dans cette manifestation. C'est un plaisir ensuite et surtout de lancer ce beau colloque international, un colloque à la fois ambitieux et original, comme vous avez pu le voir, dans son programme. Alors, je dis un mot sur ambitieux et original, et j'insiste dessus, parce qu'habituellement, en effet, les manifestations scientifiques sont thématisées pour permettre l'exposition et la confrontation de travaux déjà produits. Le pari est ici un petit peu différent, puisqu'il oriente les réflexions et les controverses vers une notion jusque-là peu ou pas travaillée, l'évaluation émancipatrice, en nous proposant de contribuer à sa caractérisation et à sa théorisation. Pour cela, il nous invite à cheminer au sein d'un triptyque beaucoup plus largement pâturé par nos recherches, en nous incitant à relier les termes entre eux. À partir de nos travaux, il s'agit donc de mettre en jeu et en dialogue l'ouverture, le déplacement ou le renouvellement des possibles que promeut l'émancipation, au sein d'un cadre qui protège mais qui contraint l'institution, en adoptant une posture pour partie distanciée qui permette d'apprécier des écarts, des transformations, des changements, tout en contribuant à élaborer la référence de cette appréciation, c'est l'évaluation. Le challenge est conséquent, mais il est stimulant et passionnant. Je suis persuadé que nous allons le relever ensemble en allant même bien au-delà des prévisions du GEVAP, bref, que nous saurons doter ce colloque d'une dimension scientifique émancipatrice. N'est-ce pas pour cette raison principale que nous sommes toutes et tous engagés dans des activités de recherche? Chers participants et chers participants, je m'autorise donc un double conseil. Apprécions à sa juste valeur l'opportunité que nous offre le GEVAP et son colloque de contribuer à une formidable dynamique intellectuelle et scientifique, et profitons ensemble, à présentiel, à distance ou en hybride, de ces moments rares et précieux durant lesquels nous mettons nos rythmes quotidiens un peu sur pause pour prendre le temps de réfléchir et d'échanger, pour prendre le temps de penser et de construire avec sérénité et exigence la recherche, la vie et le monde de demain. Je vous souhaite un excellent colloque. Merci Jean-François. Il faut que j'éteigne quelque chose. Je comprends qu'il y ait des problèmes. Alors, vous m'entendez? Est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce que c'est bon? Jean-François, tu m'entends? Il faut brancher ça, je crois. Parfait. Bon. C'est moi? Bon, okay. C'est pas ça. Non, non, c'était à moi. Ah, pardon. Je pensais que tu voulais mettre le dé à le charger. Bon, bah écoutez, voilà, c'est comme ça y est, c'est fait. On a démarré un peu, comment dire, en fiasco. C'est pas vraiment comme ça qu'on l'avait imaginé, mais on est là. Parce qu'il y a encore quelques jours, quelques semaines, dans le comité d'organisation, eh bien, nous n'étions pas certains de pouvoir tenir ce colloque en présentiel à Strasbourg. Donc, je suis Najwa Mohib, je crois que tout le monde l'a compris. Voilà, donc je ne sais pas s'ils auront toujours envie d'organiser un colloque avec moi, mais bon, c'est comme ça. Alors, moi aussi,
Je suis un peu essoufflée, mais très contente de vous accueillir ici à l'INSPE de Strasbourg à l'occasion de ce 7e colloque du GEVAP qui se tient pour la première fois en France. Donc, c'est un honneur pour Strasbourg. Et c'est d'autant plus important pour nous que ces périodes de confinement qu'on a traversées ont montré combien ces temps d'échange, ces temps de convivialité, de rire, parce qu'on en rigolera après de cette introduction, sont importants et contribuent aussi à la qualité des événements scientifiques. Alors bien sûr, j'ai une pensée particulière pour celles et ceux qui se trouvent derrière leur écran. Merci pour votre patience. Et aussi, merci aux conférencières qui n'ont pas pu et aux conférenciers qui n'ont pas pu être avec nous et qui contribueront eux aussi à la qualité et à la richesse de ces échanges. Alors, j'ai une pensée quand même particulière pour nos collègues québécoises et québécois qui vont devoir se lever un peu aux aurores pour pouvoir participer aux échanges. Et avant de céder la parole à mes collègues, que je remercie publiquement, qui représentent notre institution, donc l'institution qui nous accueille, j'aimerais ajouter quelque chose. J'aimerais vous dire que je suis d'autant plus heureuse d'accueillir ce colloque du GEVAP qui permet au LISEC, à notre laboratoire, de prolonger et d'approfondir des échanges que nous avons entamés voilà déjà 10 ans. C'était en mars 2012. Peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent. Nous avions organisé une journée d'études sur l'évaluation à laquelle avait participé Charles Hadji en tant que grand témoin. Et nous l'avions invité d'ailleurs à l'occasion de la parution de son ouvrage que tout le monde connaît, « Faut-il avoir peur de l'évaluation ?» Alors, 10 ans plus tard, Charles Hadji nous refait l'honneur d'être avec nous et heureuse coïncidence, il a publié un nouvel ouvrage, je suis sûre que tout le monde connaît là aussi, Le défi d'une évaluation à visage humain. Alors, ce que je trouve intéressant avec ces deux titres, c'est qu'ils témoignent d'une certaine manière de l'évolution du débat sur l'évaluation dans la communauté de recherche en sciences de l'éducation et de la formation. Et pour aller vite, on est passé d'un questionnement centré sur la légitimité de l'évaluation à un questionnement désormais orienté vers les conditions d'une évaluation émancipatrice, pour ne pas dire humaniste. Et je peux témoigner qu'il y a 10 ans, cette expression d'évaluation émancipatrice aurait été considérée comme un oxymore. Et j'arrive au bout, je voudrais aussi quand même vous dire que ce dont je me souviens, c'est que cette journée s'était terminée dans une ambiance très conviviale en chanson. Charles Hadji avait chanté du Guy Béard et j'aimerais introduire, après ce qu'on vient de vivre d'ailleurs, un peu de convivialité. J'aimerais ouvrir aussi ce colloque. Alors, je ne vais pas chanter. Non, rassurez-vous, je ne vais pas m'y risquer, mais j'ai envie... Non, mais ce sera un calvaire pour vous. J'ai envie de partager avec vous, de vous raconter une petite blague qui me semble bien illustrer le problème d'une certaine forme d'évaluation. C'est l'histoire des deux Francis. Je pense que certains d'entre vous doivent la connaître. Je l'ai reprise de Roland Gori, qui la raconte souvent lorsqu'il fait ses interventions sur l'évaluation. Alors voilà, donc c'est Francis le prêtre et Francis le chauffeur de taxi qui viennent tous les deux du même village. Il se trouve que les deux Francis meurent le même jour. Ils se présentent donc devant le Seigneur. Francis, le chauffeur de taxi, obtient le paradis. Il reçoit une tunique d'argent et un bâton en platine. Et puis arrive Francis le prêtre, qui lui mérite aussi le paradis, et il reçoit une tunique de lin et un bâton en chêne. Alors là, Francis le prêtre, il est stupéfait, il est vexé, il ne comprend pas. Et il s'adresse au Seigneur en lui disant mais c'est pas possible, je connais bien l'autre Francis, on vient du même village. C'est quelqu'un qui buvait beaucoup, il était connu pour ses frasques, il était odieux avec les femmes, il conduisait comme un fou, au point où tout le monde avait peur de monter dans sa voiture, alors que moi, Francis le prêtre, mais j'ai eu une vie exemplaire, chaste, fidèle. J'ai célébré la messe tous les dimanches. Non, je ne comprends pas, il doit y avoir une erreur. Alors, le Seigneur retourne à ses registres et lui répond « Non, mon fils, il n'y a pas d'erreur. Nous avons changé de mode d'évaluation. Nous pratiquons désormais l'évaluation fondée sur les indicateurs par performance. Lorsque toi, tu célébrais la messe tous les dimanches,
tout le monde s'endormait. L'autre, lorsqu'il conduisait, tout le monde priait. Je vous souhaite un très bon colloque. Je dois bouger quelque chose, c'est bon? Non, je fais rien. C'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Bon, on va pas continuer. Ah pardon, oui, j'enlève mon masque. Merci beaucoup Céline de nous accueillir à l'INSPE. Merci Najwa et toute l'équipe pour le colloque organisé par le LISEC. Alors je suis Sophie Kennel, je suis vice-présidente déléguée à la transformation pédagogique. C'est une des étiquettes qui sont devant. Voilà. Je dois dire qu'en tant que représentante du coup aujourd'hui devant vous de l'institution, votre thématique de colloque forcément nous interpelle, surtout en ce moment à Strasbourg où on est en pleine évaluation HCVRS. Je pense que pour beaucoup ça parle, hein, c'est même peut-être un peu douloureux et en tout cas j'espère très prometteur pour ce qu'on pourra faire après à partir de l'évaluation qu'on aura faite. Mais en tout cas clairement ça interpelle parce que la question que nous on se pose bien sûr c'est comment nous en tant que décideurs et prescripteurs de l'évaluation, mais aussi en tant que responsables des actions qui sont menées dans notre université auprès d'autres prescripteurs et décideurs, on peut rendre l'évaluation émancipatrice. Et alors, je vais parler peut-être quand même un peu à mon propre titre. Ce n'est pas si facile parce qu'on a bien vraiment le sentiment d'évaluer trop et en même temps pas assez, pas suffisamment en confiance et trop en contrôle, et pas suffisamment peut-être non plus dans un sens, dans une approche qui va permettre de développer à la fois à l'individu de se développer, au collectif et aussi à l'institution. Du coup, facilement, j'ai envie de vous dire, vos travaux nous intéressent beaucoup. Vos travaux seront très utiles. Et puis, quand on voit les thématiques que vous allez travailler pendant ces quelques jours, ils nous intéressent parce que on a cette volonté. Et puis, je pense que ça se voit un peu dans les appels à projets aujourd'hui, même si on idéalise un petit peu dans l'approche de nos évaluateurs, c'est qu'effectivement, fonder notre action beaucoup plus sur la recherche, c'est une tentative qu'on fait nous, en tout cas à la vice-présidence formation, de nous appuyer beaucoup plus sur les travaux de la recherche pour fonder notre action, et j'y pense sur des thématiques qui sont notamment celles de l'évaluation des apprentissages des étudiants, avec l'approche par compétences bien sûr, mais aussi tout ce qu'on veut faire ici à Strasbourg sur l'évaluation continue, hein, quelque chose qui soit beaucoup plus formatif. C'est vrai aussi sur les dispositifs qu'on est encore en train de retravailler, l'évaluation des enseignements, l'évaluation des formations, et ça va évidemment beaucoup plus loin, l'évaluation de l'action, de la politique, on est en train d'essayer de travailler là-dessus, de la politique de l'institution en matière de formation, et l'évaluation des projets pédagogiques, l'action pédagogique, et vous le savez peut-être à Strasbourg, on a même une prime, d'ailleurs certains y participent ici, enfin, font partie des jurys, et certains l'ont obtenu, n'est-ce pas, la prime de reconnaissance de l'implication pédagogique. Donc, on est entouré de toutes les dimensions de l'évaluation, et moi, je vous remercie déjà infiniment de tout ce que vous avez produit. Je pourrais en suivre un tout petit peu, et j'espère que je pourrai surtout vous lire par la suite. Je vous souhaite de très fructueux échanges. Je vous remercie de ce que vous allez produire, de ce que vous allez échanger. Bonjour à tous et toutes, en présence et en distance. Alors, Céline Clément, je suis actrice adjointe à la recherche, à la vie scientifique au sein de l'INSPE de l'Académie de Strasbourg. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir en présentiel. Alors, on a eu la chance d'avoir quelques petits colloques en présence avec un nombre limité de personnes. Donc, là, aujourd'hui, je pense Najwa, c'est le premier gros colloque qu'on organise ici depuis le premier confinement. Donc, voilà, je suis très heureuse à ce titre de vous accueillir. L'INSPE de l'Académie de Strasbourg a une particularité en France assez exceptionnelle. On est une des seules, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, on est l'un des seuls à avoir à la fois la formation des futurs enseignants, futurs professeurs des écoles, premier, second degré et conseillers principaux d'éducation, à la fois les formations des enseignants et aussi un parcours complet de sciences de l'éducation depuis la fusion de la faculté des sciences de l'éducation avec l'INSPE, et donc un parcours qui va de la L1 jusqu'au master, avec plusieurs masters dans lesquels les collègues ici présents sont impliqués. Donc, à ce titre, je suis très heureuse aussi d'accueillir ce colloque qui est
plutôt dans le champ des sciences de l'éducation et de la formation, et puis qui est bien en lien avec les masters. Je me tourne vers Najwa et les collègues, bien en lien, et Emmanuel Triby, que je vois là-bas au fond aussi, voilà, bien en lien avec nos masters. Et l'INSPE héberge voilà, le laboratoire universitaire en sciences de l'éducation et de la communication, ce qui est aussi une particularité. Donc, c'est cette interrelation entre formation et recherche qu'on essaye de porter. Et vraiment, Najwa, je te remercie. Alors, ça a déjà été souligné, mais j'avais dans mon petit mot souligné tes talents de communicante, d'organisatrice et de chercheur qui avaient permis d'accueillir voilà, des collègues de renom, puis aussi les collègues qui sont à l'étranger. Donc, je te remercie et je suis désolée de ces couacs parce que je pense que les collègues du service informatique doivent être encore plus désespérés que tu ne l'as été. Mais voilà, j'espère que tout sera à la hauteur de vos attentes. Je vous souhaite de fructueux travaux. J'essaierai d'assister à quelques-uns des communications parce que la question de l'émancipation est une question qui m'intéresse à titre personnel, au-delà de ce que Sophie a indiqué, ce que ça peut nous intéresser. Donc, bienvenue à l'INSPE, bienvenue aux collègues à distance et voilà, je vous souhaite de très fructueux travaux pendant ces prochaines heures, ces prochains jours. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, maintenant, Jean-François, ça va être à toi de jouer avec François Julien. Donc, je te laisse reprendre la main. Merci Najwa. Après cette ouverture du colloque, nous allons passer à la conférence introductive. Donc, on va peut-être demander à François Julien de connecter sa caméra. S'il vous plaît, je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends, mais… Voilà, il faut connecter la caméra. En bas, vous avez la vidéo à côté du micro. Démarrer vidéo. Voilà, il suffit de cliquer et vous apparaîtrez. Voilà, nous vous voyons. Nous avons le plaisir d'accueillir, bon, hélas, à distance, hein, on est tous un peu dans cette configuration, nous avons le plaisir d'accueillir François Julien, qui est philosophe, helléniste et sinologue. Il est professeur à l'université Paris-Diderot et titulaire de la chaire sur l'altérité au Collège d'études mondiales de la Fondation Maison des sciences de l'homme. Et parmi les nombreux ouvrages qu'il a écrits, je vais citer Conférences sur l'efficacité en 2005 au PLUF, Les transformations silencieuses chez Grasset en 2009, Une seconde vie chez Grasset mais en 2017, Des coïncidences, toujours chez Grasset, toujours en 2017, De la vraie vie à Lerne en 2020 et Politique de la décoïncidence à l'Observatoire en 2020. C'est une petite sélection que nous avons travaillé ensemble, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Alors, le titre de la conférence, c'est « De la décoïncidence à la vraie vie » ou « Comment déployer l'émancipation en institution ». Nous lui avions promis 45 minutes, donc il a 45 minutes pour développer son propos et nous sommes très heureux de l'écouter. Merci de votre accueil. Vous dire à quel point je déteste ces situations de, comme on dit, distanciel ou présentiel. Moi, j'aspire à une chose, c'est la présence. La présence, parce que la philosophie implique la parole vive. Et donc, le face-à-face et la prise en compte de l'interlocuteur. Bref, j'essaie néanmoins de traverser cette difficulté en souhaitant que l'écran ne fasse pas écran, c'est-à-dire que la parole puisse effectivement s'émanciper, puisqu'il est le terme du jour, à partir donc de deux concepts que je vais tâcher de présenter successivement. Celui d'abord de décoïncidence, défaire les coïncidences, et celui ensuite de vraie vie. D'où ce titre, de la décoïncidence à la vraie vie, pour penser donc ces trois termes, émancipation, institution et évaluation. Pour le paradoxe de départ, tout le monde le connaît. L'émancipation, c'est sortir de la prise en main, du mancipium, comme dit le latin, ex mancipium, sortir de la prise en main de la propriété. Mancipium, c'est la prise en main, c'est la main, manus. Alors que l'institution, ça paraît le contraire, puisque c'est
du dans, non pas du hors, de la sortie, mais du dans, c'est donc placer dans, établir, instituer, fonder. L'institution, c'est ce qui établit et met en place de façon solide, met en place et encadre. Donc, paradoxe entre l'institution qui cadre et qui établit, qui stabilise, qui pérennise, qui constitue un dedans, et l'émancipation qui ouvre un dehors, qui vise à opérer une percée, une sortie, hors de cette prise en main de ce mancipium de l'institution. Donc la question ensuite, elle est simple, c'est d'où peut venir cette émancipation? Est-ce que c'est du dehors ou est-ce que c'est du dedans? Si elle vient du dehors, l'émancipation, du dehors de l'institution, quelle peut être sa cause extérieure? D'où viendrait la rupture? Et est-ce que cette émancipation ne se présente pas alors de façon opposée à l'institution, de façon antagoniste, jusqu'à vouloir détruire l'institution? Sinon, comment pourrait-on penser une émancipation qui vienne du dedans de l'institution, permettant à celle-ci de s'ouvrir, autrement dit, à sortir d'elle-même? C'est là que j'introduirai le concept de décoïncidence. Mon propos est simple. Il faut que l'institution fissure elle-même ce qu'elle a de coïncidence qui se fige et qui contraint, voire qui aliène, pour pouvoir effectivement produire de l'émancipation. Alors, excusez-moi de ce néologisme décoïncidence, mais qui s'entend à partir de ce qu'est la coïncidence. Prenons le terme dans son sens premier, le sens géométrique, quand deux lignes ou deux surfaces se recoupent complètement, on dit qu'elles coïncident. Donc, c'est adéquat, ça coïncide, mais du même coup, c'est mort. Donc, le problème, ce qui est à réfléchir, c'est la façon dont ce qui coïncide, en fait, s'enlise dans sa coïncidence, s'enlise dans son adéquation, s'en justifie bien sûr, et par là même verse dans une positivité d'institution qui fige. Il faut donc fissurer cette coïncidence, la défaire, décoïncider, pour ouvrir des possibles, pour remettre en chantier. C'est cette notion de ouvrir des possibles qui me paraît importante, possibles qu'on ne connaît pas au départ, mais qui pourront faire leur chemin du fait qu'on défait la coïncidence, c'est-à-dire la forme d'adéquation, d'adaptation dans laquelle l'institution se justifie, mais en même temps est entraînée à s'enliser dans sa positivité. Alors, soyons simples au départ dans les exemples. Je dirais qu'un artiste n'est artiste, ou que l'art n'est art, qu'autant qu'il décoïncide de l'art déjà fait. Pour chaque matin, l'artiste a la même question. Comment peut-il décoïncider de l'art que lui-même a déjà fait pour remettre en chantier l'art, ou disons, se remettre à l'œuvre? C'est vrai dans des domaines très divers, je dirais, dans les lieux les plus distants de notre expérience. Par exemple, l'art de la médiation, qui se développe de plus en plus aujourd'hui. On sait bien que introduire une médiation, c'est amener l'une et l'autre partie à décoïncider l'une et l'autre de sa position pour ouvrir du possible entre les parties en présence. C'est ce qui distingue la médiation, par exemple, du tribunal où chacun plaide sa cause, son droit, en pensant que c'est lui qui est adéquat, c'est lui qui est dans le bon droit. Donc, la médiation invite donc chacun à fissurer l'adéquation dans laquelle il est pour ouvrir du possible dans la situation engagée. J'ai souvent parlé avec des analystes. On pense bien qu'une analyse, une cure analytique, c'est d'amener le patient, l'analysant, à décoïncider de l'adéquation dans laquelle il est, à la fois qu'il fait souffrir, et en même temps, comme disait Freud, dans laquelle il est bien, parce que c'est l'adéquation qui le constitue et même qui justifie son état présent. Donc je vois que et moi-même, en tant que philosophe, je dirais que je ne suis philosophe qu'autant que je décoïncide, en tant que penseur, de ce qui a déjà été pensé, voire de ce que j'ai moi-même déjà pensé.
Ce qui nous permet d'apercevoir de premiers caractères de la décoïncidence, le fait qu'elle est locale, elle est de terrain, elle ne se commande pas, elle est, comme diraient les Grecs, sans arché, sans commencement, commandement. Elle est sans principe, elle se met à l'œuvre. Et de même, elle n'est pas idéale, elle ne vise pas une fin projetée. Elle est donc sans arché, comme diraient les Grecs, et sans télos, sans principe et sans visée, sans but, sans finalité. Elle ne passe donc pas par le rapport théorie-pratique. C'est ce qui me paraît important pour penser les pratiques de l'évaluation, c'est qu'elle est sans théorie pratique, qu'elle n'est pas hiérarchique, donc d'emblée plurielle, et je dirais horizontale, puisqu'elle est sans commandement. Alors ce terme de décoïncidence, on reprend un autre de mon travail précédent autour de la notion d'écart. Vous savez, on dit communément faire un pas de côté, faire un écart. À la fois faire un écart, c'est sortir de la norme, de l'attendu, du convenu. Donc ça peut paraître négatif. Et en même temps, l'écart, dans la mesure même où il sort de l'attendu, du convenu, du déjà connu, est exploratoire, à valeur heuristique. Personnellement, dans mon chemin de pensée, j'ai décoïncidé, ouvert un écart par rapport à la pensée européenne en m'intéressant à la pensée chinoise. Alors, le concept de décoïncidence reprend celui d'écart, mais en essayant de sonder d'où il vient, d'où peut venir l'écart, donc en le rendant processuel et en traçant la généalogie. L'écart venant de ce qu'on est amené donc à fissurer, une adéquation, une coïncidence installée pour, je répète ce terme, rouvrir du possible. Or, je dirais qu'il y a, pour aller très vite, qu'il y a un usage éthique de la décoïncidence. Parce que la première coïncidence que nous connaissons, c'est la coïncidence ou adéquation de soi avec soi. Et donc, s'il y a éthique de la décoïncidence, c'est qu'on sait bien qu'il faut décoïncider de soi pour rencontrer l'autre. Il faut fissurer la coïncidence de soi avec soi pour que l'autre puisse faire effraction en soi-même, en nous-mêmes, au lieu de se laisser assimiler et donc de laisser rabattre du coup son altérité. Il y a aussi un usage politique du concept de décoïncidence, et je crois d'autant plus marquant aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui marque le temps présent? C'est certainement qu'on ne peut plus modéliser en politique comme on l'a fait depuis les Grecs jusqu'à tout récemment, puisque le monde est devenu si connecté, si interdépendant, qu'on peut faire bien sûr des modélisations ponctuelles, locales, et disons, on ne cesse de le faire, mais on ne peut plus produire de modélisation globale. On ne peut plus tracer le plan de la cité idéale, comme on l'a fait depuis les Grecs, et ce qui a été disons, le fil conducteur de notre pensée politique en Europe. Donc d'une part, une modélisation globale projetée sur l'avenir n'est plus possible, et d'autre part, le fait nouveau aussi de notre époque, c'est qu'on ne croit plus à l'avenir comme on le faisait auparavant. Avant, on avait la conviction que demain serait mieux qu'aujourd'hui, le fameux thème des lendemains qui chantent. Or, on n'en est plus sûr aujourd'hui, vu tous les troubles, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui à l'horizon de notre avenir, même le plus proche. Donc, faut-il se retirer dans le présent, comme on dit le présentisme, ou peut-être ne faudrait-il pas voir ce qui coince dans le présent et ce qui donc serait à fissurer pour justement débloquer ce qui est bloqué et remettre au travail ou remettre en chantier ce qui s'est figé dans une positivité stérile. Je dirais que sur un plan politique, dès lors qu'une idée est assimilée collectivement, donc elle n'est plus questionnée, qu'elle part aller de soi, qu'elle se noie dans son évidence, elle devient, cette idée, idéologie. Et par là, elle s'impose, je dis en évidence, elle secrète de l'obédience et bloque, disons, la possibilité du politique. Il est clair que notre langage aujourd'hui, et les médias renforcent cela,
notre langage est fait majoritairement de mots qui, s'imposant, au départ pertinents, mais qui, s'imposant progressivement, s'assimilant si bien, deviennent des couvercles idéologiques. Prenez un terme comme résilience. C'est un terme qui, au départ, est justifié. Mais si on parle de résilience à tout propos, comme une sorte de pansement, de sparadrap qu'on met sur toute situation qui paraît un tant soit peu négative, eh bien, le mot, en disant devenant coïncident, tout le monde s'y retrouvant, perd cette acuité qui le portait. Que faire vis-à-vis des couvercles idéologiques qui nous enferment? Dénoncer ne s'entend pas. Renverser, on n'en a pas la force. Peut-être donc fissurer. Fissurer ces couvercles idéologiques, fissurer ce qui, comme cela, nous entoure et, à notre insu, sécrète une évidence qui elle-même est source d'obédience, s'imposant à nous et nous rendant passifs. Alors, je voudrais maintenant mettre cela en rapport avec le sujet même, une fois que j'ai éclairé un peu ce concept, le mettre en rapport avec le sujet même de votre colloque, à savoir l'institution. Pour penser comment une décoïncidence peut permettre à l'institution de produire du dedans d'elle-même une émancipation. Pour le dire simplement, l'institution tend à devenir coïncidente. C'est sa logique même. Elle se constitue d'elle-même en adéquation, où tout coïncide, mais je l'ai dit, quand tout coïncide, que ça colle, que ça paraît parfait, c'est mort. Parce que ce positif de l'adéquation verse en positivité. Oui, ce passage du positif à la positivité, comme on dit religion positive, comme on dit droit positif. Donc, c'est ça le phénomène de l'institution. C'est que l'institution fige dans une positivité. Et cette façon dont l'institution se fige en positivité, on la connaît bien, en tout cas sous ces deux principes, ces deux aspects. D'une part, parce qu'elle se fige dans un discours, dans un langage coïncident, parfaitement adéquat, parfaitement adapté, adapté, n'est-ce pas? Nietzsche a bien montré comment nos adéquations, y compris l'adéquation première dans la philosophie, celle de la vérité, définie comme adéquation de la chose et de l'esprit, rei et interitus, comme nos adéquations sont en fait toujours des adaptations. Donc, il y a le langage qui coïncide, qui devient coïncident, parfaitement assimilé, parce qu'adéquat, parce qu'adapté, mais qui par là même ne se réfléchit plus, ne s'interroge plus, étant donc à constituer, même à s'interposer, comme un couvercle idéologique. Et puis l'institution est conduite à se figer dans un fonctionnement coïncident, là encore, par adéquation, qui n'est en fait qu'une adaptation, mais qui fige le fonctionnement de façon qui paraît parfaite, normée, correcte, mais en même temps qui devient stérile, qui immobilise, qui fige et qui, disons, devient mortelle. Alors c'est ça le problème au fond. Comment une institution peut-elle être en vie et non pas, n'est-ce pas, un semblant de vie? Alors, ces procédures de décoïncidence, c'est-à-dire visant à défaire ce qui coince, ce qui bloque, du fait même de son adéquation, j'insiste là-dessus, et qui par là même s'endort, s'enlise dans sa positivité, je crois que cela appelle à penser ce verbe discret, modeste, qui est fissurer. Fissurer. Fissurer n'est pas dénoncer, je l'ai dit. Fissurer n'est pas renverser. Fissurer, c'est défaire ce qui se fige, se gèle en adéquation et qui par là même bloque l'évolution, pour y remettre du jeu, pour ouvrir des possibles, remettre en travail, remettre en chantier. Donc, pour aller vite, dans le peu de temps qui me reste, je dirais qu'une institution doit savoir décoïncider d'elle-même, sortir de ses propres coïncidences qui sont pourtant ces formes d'adéquation
légitime et qui la justifie. Donc, comment elle est appelée à fissurer ces adéquations pour faire quoi? Ce que j'ai dit, rouvrir les possibles, c'est-à-dire remettre de l'initiative, en entendant bien ce mot, initiative, initium, remettre du commencement. Donc, pour laisser émerger de l'initiative, s'émancipant de l'intérieur même de l'institution, j'insiste là-dessus, ce n'est pas d'un dehors qui viendrait, disons, la contester ou la renverser, dedans même l'institution, pour y rouvrir des possibles. Alors, cela me conduit à ce second concept, après la décoïncidence, qui est celui de vraie vie, puisque mon propos est donc de dire comment l'institution pourrait rester vivante ou au lieu de devenir fossoyeuse et, disons, mortelle ou mortifère. Cela revient donc à dire que cette décoïncidence est appelée à défaire ce qui se fige de pseudo-vie pour ouvrir à la vraie vie. Mais il faut justifier ces deux termes, pseudo-vie d'une part, vraie vie de l'autre. Mon sentiment, c'est que la vie ne cesse d'être rabattue ou de se perdre par perte de ce qui la maintient effectivement en vie. J'en donnerai 4 aspects qui sont valables pour l'institution ou pour la vie de l'institution. La vie ne cesse de se résigner. Résigner, c'est-à-dire, c'est même pas renoncer. Renoncer, c'est encore actif. Il y a encore un acte de volonté quitte à ce que cette volonté renonce à sa volonté. Non, la résignation, c'est se fait à notre insu. Elle, disons, elle est une sorte de retrait, mais qui ne se reconnaît pas comme telle. Et elle est le premier pas, je dirais, vers la pseudo-vie ou la non-vie, ce qui n'est plus qu'une apparence de vie, mais qui n'est plus de la vie qui vit, qui n'est plus de la vraie vie. Se résigner. Je dirais ensuite s'enliser, enlisement. Enlisement, alors là, c'est une image, parce qu'on ne sait peut-être pas le dire autrement que par une image. La lise, c'est la boue, n'est-ce pas, au bord de, le terme, je crois, est normand ou breton, bref, il est un terme des rivages qui nous dit comment, bah oui, dans le sable, on s'enlise parce qu'on n'arrive plus à sortir les pieds de là où il s'enfonce et à avancer. L'enlisement. Mais dans mon travail de philosophe, j'essaie de porter au concept des termes marginaux, mais qui me semble important parce qu'on n'a pas justement de concept pour dire ces choses de l'expérience, triviales certes, mais si importants dans ce qu'ils, en fait, conditionnent notre expérience. Donc, la vie se perd parce qu'elle se résigne. Je dis la vie, je dirais tout aussi bien l'institution. La vie, l'institution se perd de ce qu'elle se résigne, de ce qu'elle s'enlise. Troisième terme, troisième aspect de cette perte de vraie vie, c'est l'aliénation. Bon, le concept vient de Hegel et puis du marxisme. L'aliénation, c'est devenir autre que soi. Bon, le grand risque de l'institution, mais d'abord de la vie, c'est de s'aliéner, c'est-à-dire qu'on n'est plus soi-même, qu'on est rendu autre que soi, qu'on subit passivement une sorte de je dis passivement, parce que c'est ce qui est important, sans même qu'on ait, donc sans plus qu'on ait de choix, la capacité de se choisir soi-même dans sa vie. Et enfin, le quatrième terme de cette perte de vie, pour la vie elle-même comme pour l'institution, ce serait la réification. La vie se réifie. C'est comme ça qu'elle se perd. C'est comme ça qu'elle s'aliène. C'est pour ça que ce terme vient après aliénation, réification, c'est que la vie se réifie. Donc elle devient le contraire de la vie. Elle devient res, elle devient chose, elle devient morte. Elle n'est plus vie. Comme on a vécu le confinement, ou plutôt la pandémie, on a dit beaucoup dans ces temps qui sont peut-être en train de s'achever, rien n'est plus précieux que la vie. Oui, on a dit ça, mais qu'appelle-t-on la vie? Je distinguerai au moins 2 sens de vie. Il y a la vie du vital et la vie du vivant. Les Grecs, d'ailleurs, avaient 2 mots, mais il y en avait même 3 pour dire vie. Il y avait le mot bios pour dire la vie éthique et politique, c'est le terme important dans les grands philosophes comme Platon ou Aristote. Et il y avait la vie du vital, psyché, c'est le fait de ne pas être mort. Les héros sous les murs de Troie
perdent leur psyché, sont morts. Et puis il y a un troisième terme dans la philosophie grecque, qu'on traduit aussi par vie, mais qui est la vie du vivant. Notamment, Aristote, la vie de Dieu, c'est Zoé. Zoé, on a donc dans zoologie. Dans l'évangile de Jean, il y a bien ces deux termes, qu'on traduit uniformément en français par vie, mais qui rendent le texte incompréhensible. Quand on dit qui aime sa vie, la perd, c'est-à-dire qui aime sa vie en tant que vital, la vitalité, perd sa vie en tant que vivant. Et en grec de Jean, il y a deux mots, psyché et zoé. Et la scène du puits, la Samaritaine, c'est donc qu'il y a l'eau qui maintient en vie au niveau du vital, qui est l'eau du puits, et puis l'autre eau dont parle le Christ à la Samaritaine, qui est l'eau qui fait vivre, toidor tsozon. Donc, il y a une phrase très belle, très belle, très forte, en tout cas une formule, que Adorno a placée en tête de ses minima moralia, ni minimum de morale, qui est « la vie ne vit pas ». Das Leben lebt nicht. En allemand, c'est encore plus fort parce qu'il y a une sorte d'accouplement. La vie ne vit pas. Donc, nous sommes toujours menacés de vivre une vie qui ne vit pas, en fait. De vivre une vie donc, qui n'est qu'une apparence de vie, et qui n'est pas la vie, vraiment la vie. Au fond, je dirais, il y a l'opposé du vital, c'est la mort, et l'opposé du vivant, c'est la non-vie. La vie qui croit vivre, mais qu'une apparence de vie, qui n'est qu'une pseudo-vie. Cela vaut pour l'institution. Est-ce que l'institution vit effectivement? Vous voyez, quand je dis vraie vie, ce n'est pas la vérité qui viendrait recouvrer la vie, ou la vérité qui viendrait dire à la vie comment vivre. Ce vrai n'est pas un vrai de contenu de vérité qu'on projetterait sur la vie. Vrai signifie vraiment, effectivement, parce que la vie ne cesse d'être menacée de ne pas vivre. Et donc la vraie vie, ce n'est pas une vie ailleurs, dans un au-delà. Non, c'est dans cette vie-ci, la vraie vie, c'est celle qui résiste à la non-vie, qui dit non à la non-vie, qui dit non à la résignation, qui dit non à l'enlisement, qui dit non à l'aliénation, qui dit non à la réification. Donc c'est la vie qui ne cesse de se dérésigner. Mais quand j'ai dit se dérésigner, je fais entendre le verbe décoïncider. C'est donc la vraie vie, c'est la vie qui ne cesse de se dérésigner, de se désenliser, de se désaliéner, de se déréifier. Donc il ne cesse de défaire tout ce qui l'aliène, l'enlise, la réifie, pour faire réémerger cette possibilité de vie. Alors je crois que c'est vrai de la vie, c'est vrai de l'institution. Si on ne veut pas que l'institution soit une institution figée, où tout marche bien, en adéquation, dont on dit ça colle, ça roule, mais qui en fait soit sclérosé, comme dit le langage familier, c'est-à-dire maintiennent une pseudo-vie, une apparence de vie, on croit que c'est la vie, mais en fait qui n'est plus la capacité d'initiative, la capacité d'émergence, ou je dirais la capacité d'essor. Oui, c'est deux termes que je voudrais opposer de couple, si vous voulez. Essor, c'est ce que c'est, que je poserais à étal, comme on dit la mer étale, comme on dit un navire étale. La mer étale, le navire étale, c'est qu'il ne bouge plus, il n'avance plus. Étale, l'étalement de la vie. L'institution est toujours menacée de s'étaler dans ses coïncidences, dans ses adéquations, dans ses adaptations qui font que tout marche. Ou alors en termes d'alerte et d'inerte. Je trouve que c'est un beau couple aussi pour dire ce qui est la vie, la vraie vie, la vie effective, qui n'est donc pas une autre vie, une vie idéale, une vie rêvée, mais la vie qui fait que effectivement c'est vivant. Quand on dit alerte, il faut entendre le mot, il vient de l'italien, on est sur la hauteur et on surveille, on est vigilant, alerte. Alors quand je poserai inerte, ben voilà, c'est plus rien ne bouge, ça peut être bien en place, adéquat, mais inerte. Donc opposer, revendiquer l'alerte contre l'inerte, revendiquer l'essor contre l'étal, bon, c'est vrai que l'institution, tout le monde le sait, est menacée et d'étalement et d'inertie. Donc, la question, c'est d'essayer d'articuler l'institution et la vraie vie. C'est-à-dire de faire que l'institution n'est pas qu'une façade de pseudo-vie, mais qu'effectivement, elle vive et qu'effectivement, on y vive.
Et c'est pourquoi la décoïncidence que j'introduisais en commençant, encore une fois, vous priez d'en excuser ce néologisme, mais bon, il essaie de dire ce qui est cette capacité à défaire ce qui résigne, ce qui enlise, ce qui aliène, ce qui réifie, le défaire, le fissurer. Encore une fois, verbe modeste, le fissurer, le fêler, de façon à ce que, pensez au beau vers de Baudelaire, moi mon âme est fêlée, n'est-ce pas? Le fêler, c'est-à-dire de l'intérieur même de ce qui est concerné, en ce cas-ci l'institution, de rouvrir du jeu, de l'espacement, de façon que cela puisse à nouveau travailler et qu'une initiative puisse de nouveau émerger et puisse porter donc à nouveau vers de l'essor. Alors, dans les peu de temps qui me reste, je vais me tourner vers le troisième terme de votre proposition, celle de l'évaluation. Troisième terme de cette enquête, puisqu'on voit bien que émancipation d'un côté, institution de l'autre sont en regard, voire en contradiction, le ex, la sortie, et le in du maintenir dans, et puis qu'il y a un terme qui serait, disons, au-delà, troisième terme, comme disaient les Grecs, qui serait donc un terme de dépassement de cette contradiction, qui pour moi est une contradiction féconde. Les contradictions, il y a celles qui sont stériles, et là il faut s'en méfier, ou plutôt, disons, les critiquer, les dénoncer, et puis il y a les contradictions fécondes, il y a la fécondité du paradoxe. Et je crois que les deux termes d'émancipation d'une part, sortir de la mainmise, et puis de institution de l'autre, au contraire, cadrer la mise, la propriété, le mancipium, sont en contradiction féconde. Et c'est à partir de cette tension entre les deux termes qu'on pourrait penser peut-être ce que serait l'évaluation, peut-être à double visage. Puisque l'évaluation, normalement, valorise, apprécie la coïncidence. Elle ne peut pas faire autrement. L'évaluation est portée d'elle-même à valoriser, à apprécier, à reconnaître l'aspect coïncident. L'aspect conforme à cet entendu. Ce qui pourrait être adéquat et adapté. Donc, ce qui colle, ce qui est conforme. Mais cette coïncidence que valorise, que reconnaît l'institution, pour une part, est de plus en plus même, est mortelle. Parce que, je l'ai dit, n'est-ce pas, elle fait verser dans l'inerte, elle fait verser dans l'étal, elle fait verser dans une positivité qui est devenue en fait négative. C'est là ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est comment le positif, en coïncidant avec lui-même, donc en prospérant dans cet accord de soi avec soi, dans cette adéquation, en fait, devient positivité, et comment cette positivité, c'est pour ça que je l'ai dit mortelle, eh bien, est en fait négative. Vous voyez comment le positif s'inverse en positivité qui se révèle négative. C'est ça, en fait, le problème de l'institution, dans ce qu'elle a de figé, versant dans la positivité. La positivité, c'est la mort. Parce que c'est ce qui réduit toute possibilité d'initiative, disons, de remise en jeu, remise en travail, d'où vient l'essor ou l'alerte. Donc, il faudrait pouvoir reconnaître, évaluer, apprécier la capacité d'écart, de décoïncidence, à la fois des sujets eux-mêmes et de l'institution dans laquelle ils sont. Alors, c'est là que l'évaluation, alors je suis absolument incompétent dans ce domaine, donc je ne fais qu'une proposition, même pas d'ouverture, de préambule ou de premiers balbutiements. Comment l'évaluation, c'est là qu'elle devient passionnante, je crois, et doit être subtile. Subtile parce que, voilà, jouant dans cet entre-deux de la coïncidence et de la décoïncidence. De la coïncidence du conforme, qui est la logique de l'institution, et la décoïncidence de ce qui s'en écarte,
de ce qui fissure cette adéquation dont croit vivre l'institution, de façon à eh bien, accueillir ce qui émerge, ce qui vient effectivement à vivre. Donc, je pense que là, l'évaluation doit être double, à double face, protéiforme, essentiellement elle est ambiguë. Non pas équivoque, mais ambiguë. Ambiguë, c'est-à-dire maintenant les deux possibles en vis-à-vis. D'une part, mesurer la capacité de coïncidence, en quoi il y a effectivement adéquation, adaptation avec l'ensemble. Quelle est la capacité d'entrer en conformité? Je crois que c'est logique et pour l'institution et pour les sujets participant à cette institution. Mais en même temps, évaluer par écart. Quel écart de conduite, n'est-ce pas? Quel écart, oui, de conduite, quelle décoïncidence peut justement faire brèche dans ce qui s'enlise et se stérilise de cette coïncidence. Et permettant de reconnaître, laisser sa place à de l'initiative et donc de rouvrir des possibles. Donc de se sauver, si je résume, de la non-vie, pseudo-vie, apparence de vie, dans laquelle l'institution risque toujours de s'enfermer à son insu, puisque pour elle c'est adéquat et donc normé et disons justifié, pour y redéployer de la vraie vie. Je vous remercie, j'essaie de tenir les temps pour vous garder un temps pour la discussion. Merci beaucoup. Écoutez, je vous propose de commencer, puisque j'étais prévu comme réactant par quelques questions, par deux questions pour vous permettre qui nous permettent de relancer les échanges, de lancer plutôt les échanges. Alors, j'en ai une qui porte plutôt sur une suite à votre, si je peux me permettre, à votre conférence, puisque dans le prolongement de vos travaux, vous avez impulsé en 2020, je crois, la création de l'association des coïncidences, qui se donne justement pour objectif d'ébranler les coïncidences idéologiques qui bloquent les pratiques, la vie sociale et politique. Là, je cite le livret de l'association. Et ce livret précise d'ailleurs que son mode de travail de l'association est d'interroger, dans les champs concernés, les formes d'adéquation et d'adaptation figées pour s'en décaler, non seulement les critiquer et les remettre ces domaines en chantier. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Et ensuite, j'aurai une seconde question sur l'évaluation. Merci de cette ouverture. Oui, c'est un paradoxe, là encore, mais j'espère fécond, que de penser une association des coïncidences. C'est un paradoxe, puisque une association, on penserait plutôt qu'elle va rassembler des coïncidences, c'est-à-dire des accords, des adéquations, bon, qu'elle serait, disons, qu'elle tendrait à ramener sous un même drapeau, un même slogan, une diversité. Non, penser une association des coïncidences, des petits coïncidences, et coïncidences avec un S, donc une association pour défaire les coïncidences installées, c'est donc une association qui se présente de façon paradoxale, pour dire quoi? D'abord, pour penser comment on peut passer du conceptuel, du philosophique, à l'engagement politique, en traversant les terrains les plus divers. J'ai cité tout à l'heure, dans cette association, il y a des artistes, il y a des personnes du management, il y a des médiateurs, il y a des psys, comme on dit, si je dis ça de façon un peu générique, c'est-à-dire des pratiques qui sentent bien que ce qui a été la conception première, savoir, pour nous venant des Grecs, savoir le rapport théorie-pratique, d'abord je modélise, et puis après je mets en pratique et je projette sur le terrain, ne convient pas vraiment, en tout cas, n'est pas suffisant. Donc, c'est une association qui n'est pas, qui ne tend pas à ramener sous une même bannière, disons, à partir d'un même message, une option politique, sociale ou politique, mais qui
procède tout autrement pour dire au fond, chacun là où on est, n'est-ce pas, sur son terrain propre, on est amené à fêler ces coïncidences idéologiques et d'abord ces idées qui sont tellement assimilées, tellement adéquates, adaptées, qu'on ne les soupçonne plus, qu'on ne les interroge plus, et donc elles s'imposent dans leur évidence et secrètent une obédience qui est, disons, que nous subissons passivement. Et de penser qu'au fond, alors, ce qui me paraît important, c'est que, et ça rejoint, je crois, le thème de votre ouverture, de votre colloque aussi, c'est que c'est mettre fin, d'une certaine façon, à ce qui a été si important dans notre pensée, à savoir non seulement le rapport théorie-pratique, il n'y a pas de pratique de la décoïncidence, puisqu'elle n'est que pratique. Elle n'est pas, si vous voulez, l'application pratique d'une théorie précédente, comme c'était le cas pour la Révolution, qui, elle, modélisait, construisait un idéal, le projetait sur l'avenir, et donc se demandait ensuite comment le mettre en œuvre, ce qui a été le support de notre vie politique depuis les Grecs. Modéliser l'idéal, donner une forme du bien, la projeter sur l'avenir, et ensuite se dire comment on fait pour l'appliquer. C'est disons, le schéma platonicien par excellence. On trace la cité idéale, la politeia, et après, comment va-t-on la mettre en œuvre? Non, c'est de penser qu'au fond, il y a de l'expérience qui se réfléchit, et donc il s'agit en fait de penser la diversité des terrains d'emblée, et d'emblée à l'œuvre, la décoïncidence, d'emblée sur le terrain, et voir comment chaque fois, de façon singulière, fissurer les adéquations qui bloquent, et qui, disons, qui bloquent, qui enlisent, qui stérilisent, bref, ce que j'ai dit précédemment. Et donc l'association signifie autre chose. C'est plus un regroupement sous une bannière, c'est que puissent se relayer des initiatives diverses dans le domaine de l'art, du social, j'espère aussi du politique. Quand je dis social et politique, parce que vous voyez, je pense que c'est pas un jugement de valeur de ma part, mais je pense que beaucoup de forces sociales en France sont coïncidentes. Je pense au syndicalisme, et qui devraient s'exercer à décoïncider pour remettre en chantier leur conception et être des forces vives, actives, faisant avancer, et non pas souvent repliées dans des positions déjà figées, apparemment, qui sont adéquates, puisque c'est là, disons, une sorte de pensée établie, d'emblée à ses yeux justifiée, mais qui ne se réinterroge plus. Donc il s'agit en fait de penser comment, oui, relayer, que se fasse écho des initiatives qui sont toujours singulières pour fissurer dans les champs divers de l'expérience, eh bien, ce qui s'y fige par coïncidence, autrement dit, par une adéquation qui ne se soupçonne plus dans ce qu'elle vient à figer, stériliser de la situation. Merci, c'est un beau challenge. Je vous livre 3 petites questions sur l'évaluation et vous réagissez à celles qui vous intéressent ou vous prenez celles qui vous intéressent. D'abord, en situation de coïncidence, est-on en mesure d'évaluer la possibilité, la potentialité, la proximité d'une décoïncidence? Voilà. La deuxième, c'est quels critères pourrions-nous mobiliser pour évaluer l'ampleur de la disjonction des 2 termes qui décoïncident, l'empan de la fissure, de la brèche, etc. Et troisième petite question, la décoïncidence ouvre la possibilité entre les 2 termes de l'émergence d'un 3e terme. Comment caractériseriez-vous ce 3e terme pour permettre de l'évaluer? Est-ce qu'il s'agit d'une émanation, reconfiguration des 2 termes précédents ou est-ce qu'il relève de l'entièrement nouveau? Je vous remercie, vos questions sont fines et demanderaient de longs développements pour justement préciser ce que j'ai dit comme ça de façon générale. D'abord, il me semble qu'il y a effectivement une vigilance à l'égard de ce qui se met à coïncider, et donc tend à se figer et à s'enfermer dans une pseudo-vie. Vigilance, je reprends le terme de alerte que j'évoquais tout à l'heure. Une vigilance, c'est-à-dire quelque chose qui est… Alors, elle est vigilance d'autant plus grande que la décoïncidence elle-même est portée à coïncider. Donc, la décoïncidence n'est jamais finie, n'est jamais acquise. Quand elle est acquise, elle est morte. Donc, il s'agit d'une vigilance, une attention à ce qui coince et qui bloque.
je vais prendre des exemples. Dans l'histoire de la philosophie, au fond, les grands philosophes sont des décoïncidents. Socrate est le premier grand décoïncident. Il décoïncide de ce qui bloque l'idéologie athénienne à la fin du 5e siècle, après l'échec de la guerre du Péloponnèse, enfin la défaite, et l'Athènes qui se replie dans une sorte de croyance religieuse un peu figée et qui se méfie de la philosophie. Bon, c'est là, d'où le procès fait à Socrate. Je dirais, si je pense à des philosophes, vous voyez, Simone Weil, philosophe, et qui passe à l'usine, n'est-ce pas? Voilà, c'est une façon de décoïncider. Parce que la philosophie, on le sait bien, est toujours portée elle-même à se figer dans son enseignement, dans ce qui sera la scolastique. Donc, la philosophie est toujours menacée de s'enfermer dans son discours, donc de se figer, d'être mortelle et ennuyeuse. Simone Weil partant à l'usine pour décoïncider de cette sorte d'appartenance à l'agent philosophique n'est pas exemplaire. Donc, cela fait apparaître une attitude essentielle, ce qu'elle appelle, elle, l'attention, c'est la vigilance, c'est-à-dire être en veille à l'égard de ce qui, se prévalant de son bon droit d'adéquation, commence déjà à basculer dans une positivité mortelle. Donc, vigilance me paraît l'attitude nécessaire, mais vigilance qui n'est jamais, disons, assise, installée, et qui ne cesse de se soupçonner elle-même, puisque, encore une fois, la décoïncidence est portée elle-même à coïncider. Tout artiste qui décoïncide dans l'art et qui devient donc effectivement artiste, et c'est par là qu'il devient effectivement artiste, est porté à, disons, s'installer dans sa décoïncidence et à refaire le lendemain quelque chose qui est si proche de ce qu'il a fait la veille et ne plus donc avancer. Donc je crois que c'est le premier point, je répondrai par cette attitude vous voyez, qui est alerte, vigilante, on parle beaucoup de veille, n'est-ce pas, pour soupçonner. Le thème important, c'est soupçonner, c'est pas critiquer. Parce que vous voyez, ce que veut cerner la décoïncidence, c'est ce qui n'est pas à critiquer, à dénoncer, c'est parce que c'est installé et qu'on ne voit pas comment cela fige. Donc, soupçonner, le grand verbe nietzschéen, il faut soupçonner ce qui s'est tellement assimilé qu'il en paraît adéquat et par là même ne se réfléchit plus. Pour la seconde question, j'aimerais prendre les trois en allant très vite. Alors, vous avez parlé d'écart, oui. Il y a donc écart entre la coïncidence installée et puis ce qu'on va défaire d'elle, ce qu'on veut ouvrir d'écart par rapport à elle. Écart me paraît un terme important, pourquoi? Parce que écart n'est pas différence. Écart, c'est distance, donc s'écarter, ouvrir un écart, faire comme on dit un pas de côté, c'est ouvrir une distance, mais une distance qui maintient l'autre en regard. C'est ça qui me paraît important pour l'institution. C'est que ce n'est pas quitter l'institution, ce n'est pas s'en démettre, ce n'est pas dire, bon voilà, je m'en débarrasse ou j'en sors. Non, ouvrir de l'écart, c'est donc ouvrir une distance. Au départ, c'est une fêlure, une fissure, et que la fissure, donc s'ouvrant, fait apparaître une distance critique, distance qui permet de mieux discerner ce qui s'est figé dans l'institution, mais qui maintient en regard. Donc, il met en tension. C'est ça qui me paraît fécond dans ce concept d'écart, dans ces concepts d'écart et de décoïncidence, c'est qu'à l'inverse de la différence, on dit souvent communément aujourd'hui, reconnaître les différences, mais les différences, elles isolent. Et quand on définit une chose par différence avec une autre, eh bien, une fois que la définition est acquise, eh bien, l'autre, on la laisse tomber. Alors que l'écart maintient l'autre en regard. Et donc, ouvrir de l'écart d'institution signifie qu'on reste en regard de cette institution. On ne s'en débarrasse pas, on ne s'y ferme pas, non. Du dedans même de l'institution, on ouvre une distance, mais une distance qui, se maintenant en regard, eh bien, met en tension et fait apparaître de l'entre, entre avec un E, du between, n'est-ce pas? Et ça me paraît important, parce que, vous voyez, quand vous avez deux tableaux, vous allez les mettre sur votre mur, et vous avez trouvé quel est le bon écart pour les mettre en tension l'un par rapport à l'autre. Donc, ce n'est pas une distance infinie, non, c'est quel est l'écart qui va faire que, eh bien, ils vont se répondre, ils vont être en interaction. Donc, le terme d'écart me paraît important parce qu'il dit une distance, non pas
une distinction comme la différence, mais une distance qui, maintenant en regard, maintient au travail, maintient en tension, et donc est productrice. Productrice de quoi? Ben, d'un commun, c'est-à-dire d'un commun promu. Et entre l'initiative qui, comme ça, fait dissidence, ouvre une décoïncidence, et puis l'institution dans sa stabilité et donc dans sa conformité, eh bien, s'ouvre une fissure, mais qui, en tant qu'écart qui maintient l'autre en regard, eh bien, travaille, maintient en tension et donc est promotrice de quelque chose qui advient, émerge dans cet antre opératoire. C'est là où ça se passe. C'est moi, passant par la pensée chinoise, j'ai été amené à penser la fécondité de l'antre, avec un E, between. Et avec un mot simple que je peux dire en anglais, between is not being. L'antre n'est pas de l'être. L'antre, c'est entre deux. C'est ni l'un ni l'autre. L'antre n'a pas d'en soi. L'antre n'a pas de propriété. L'antre n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas de l'être. Et parce que ce n'est pas de l'être, c'est opératoire. C'est par où ça passe. La pensée chinoise a beaucoup insisté sur cet antre, n'est-ce pas? Par où passe la respiration, par où passe le flux du monde, par où, disons, les choses peuvent émerger, justement parce qu'il n'y a pas d'être, il n'y a pas de détermination. C'est donc, c'est même pas de l'indéterminé, l'antre. C'est ce qui n'a pas de propriété, n'a pas d'en soi, n'a pas d'essence, mais par là même est opératoire. Et je crois qu'une institution, si vous voulez, vit dans la mesure où des coïncidences, si je dis ça de façon plus, s'ouvrent, qui la mettent en écart avec elle-même, par ces initiatives comme ça, qui s'écartent d'elle, et par là même la mettent en tension au sein d'elle-même, et font apparaître une sorte d'antre entre les initiatives décoïncidentes et puis ce qui reste stabilisé, conforme à l'institution, de façon à ce qui est quelque chose passe, comme une respiration, si je regarde encore la notion chinoise, n'est-ce pas, qui est donc, c'est ça qui est la vie qui réémerge, disons, dans cet antre ouvert par écart vis-à-vis de ce qui est le conforme, l'adéquat de la coïncidence institutionnelle. Et puis, pour répondre à votre troisième point, le troisième terme, vous savez, c'est la grande obsession de la philosophie, le troisième terme, le tritonti, comme disaient les Grecs. Alors moi, le troisième terme, je crois il ne sera riche que s'il n'est pas d'abord défini. Si on commence à le définir, comme on dit, vous connaissez l'initiation de philosophie, la troisième partie, c'est la synthèse. La thèse, l'antithèse, et après la synthèse qui va reprendre un peu et de l'un et de l'autre. Non, je pense que le troisième terme, il n'est pas déterminable à l'avance. Il n'est pas préfigurable parce que c'est le possible. Je vais le définir comme ça, c'est du possible. Du possible, donc il n'est pas encore de l'être, il n'est pas encore déterminé, mais c'est justement ce que j'ai appelé initiative, ce que j'ai appelé rouvrir du possible, rouvrir des possibles. Je ne sais pas quels ils sont, ces possibles. Simplement, c'est eux qui remettent en chantier. On ne sait pas encore quelle est la configuration de ce chantier. On ne sait pas encore quel est le terrain nouveau qui va émerger. Sinon, ce serait fait. Sinon, ce serait déjà coïncident. Non, il faut, je crois, accepter qu'il y ait cette part irréductible d'imprévu ou d'imprévisible qui fait que c'est justement ça qui fait vivre. C'est que ce n'est pas déjà déterminé, cadré, repéré, situé. Non. Si je prends le terme de possible dans sa vertu, il dit justement que il y a quelque chose j'aimerais le mettre verbalement, qui se possibilise. Donc, il y a une possibilisation qui émerge comme ça, mais elle n'est possible, ou elle ne vaut comme possible, que parce que je ne la connais pas et parce que je ne peux pas déjà la situer, la déterminer, etc. Donc, je crois qu'il faut accepter, si vous voulez, sinon, c'est un peu de la comédie. Vous savez, quand on dit il faut du nouveau, il faut ouvrir des possibles, etc., c'est un langage facile, souvent très coïncident, parce que rien ne se vend mieux dans la publicité que ces termes de nouveau, innovation, possible, etc. Non, il faut les prendre dans leur rigueur. Et leur rigueur, c'est quoi? C'est que justement, ils nous désemparent. Ils ne sont pas, si vous voulez, d'emblée gérables. Sinon, c'est plus du possible. Sinon, c'est déjà du pseudo-conformé, du pseudo-adéquat. Donc, je crois qu'il faut accepter ce dérangement de ce que le troisième terme, il ne soit pas préfiguré, c'est en ce sens-là qu'il sera effectivement à l'œuvre. Tout artiste le sait bien. Je veux dire, c'est ça qui sera
qui, disons, pourra valider ou faire évaluer le fait qu'il soit. Et je crois qu'il faut accepter dans l'évaluation justement ce fait, le fait qu'on évalue quelque chose à titre de possible, donc qui n'a pas déjà donne pas les garanties ou la caution de quelque chose qui serait, disons, d'emblée fiable, crédible, enfin adoptable ou adapté. Je crois qu'il faut accepter ça, c'est ça qui est le signe du risqué. Et je pense qu'une évaluation telle que je l'évoquais très brièvement, évalue à la fois ce qu'il y a de coïncidence nécessaire dans une institution, de cadrage, d'adéquation, et en même temps ce qui s'en écarte à titre de décoïncidence et qui la met en tension, faisant paraître cet antre fécond en tension, eh bien, c'est qu'il y a cette évaluation, elle doit être subtile, prenant en compte les deux, mais elle a quelque chose de risqué. Risqué. Donc, elle se met dans une position périlleuse, et c'est ça qui la rend en même temps, je dirais, intéressante, ou disons, mais je ne vois pas s'il faut qu'on puisse penser le vivant sans prendre des risques, sans s'aventurer, sans, si vous voulez, sortir de ce qui a déjà été constitué, qui dans ce cas-là, eh bien, déjà enferme et commence à nous engager dans de la pseudo-vie ou de la non-vie. Ben, écoutez, merci, parce que ces notions de entre et de possible me paraissent tout à fait fécondes par rapport à l'évaluation, et nous aurons l'occasion dans le colloque de nous en emparer sans doute assidûment. Peut-être terminer par une question peut-être à distance, une question en présentiel, pour essayer de respecter une sorte d'équilibre. Est-ce qu'il y a des demandes de questions assez courtes, parce que nous sommes un peu pris par le temps, mais bon, on peut quand même profiter de la présence de François Julien pour continuer à échanger. Donc, s'il y a une question qui se manifeste à distance, il faut faire apparaître la petite main jaune, dont tout le monde est maintenant très, très coutumier. Et si je vois Alban qui apparaît dans l'écran de Najwa, et donc s'il y a des questions dans l'amphi, tu me fais signe, enfin je ne sais pas trop, on va trouver le système. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions à distance? Enfin, une question à distance pour préciser un petit point, réagir, s'emparer? Ou alors une question dans l'amphi? Il y a une question dans l'amphi? Oui. Ah, alors, Alban, je ne sais pas comment ça se passe, donc il faut que la question nous arrive. Alors, en fait, François Julien, parce que moi je veux bien qu'elle m'arrive. Mais... fermer le son à ma droite et ouvrir le son à ma gauche. Donc, je vais jongler là-dessus. On va espérer que vous entendiez, Monsieur Julien, les questions de la salle. Si vous ne les entendez pas, j'essaierai de les retranscrire le plus fidèlement possible. Voilà. On n'entend rien. Oui, s'il vous plaît. Ben voilà, nos questionnantes et questionnants vont venir. Voilà, comme ça sera plus simple et ils s'adressent au moins à vous. J'ai enlevé mon masque. Monsieur Julien, est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Ah, c'est Luc. Merci beaucoup pour cet exposé très stimulant, et j'aimerais juste faire un témoignage par rapport à ce que vous mettez en avant par rapport à cette coïncidence d'incoïncidence vis-à-vis du système éducatif français. Je suis directeur d'un institut français de l'éducation et chercheur en même temps, et je trouve que, enfin, je vais être assez pragmatique, hein, mais je voulais vous faire part de ce commentaire-là. L'éducation nationale en France, c'est 1 million de personnes, donc c'est une énorme machine humaine avec une inertie incroyable, vous l'imaginez. Et malgré tout, on se retrouve dans des situations où le gouvernement, quel qu'il soit, je ne rentre pas dans des questions politiques ici, propose des opportunités de changement, avec des portes ouvertes, avec des chantiers qui ouvrent de nouvelles perspectives en termes de développement professionnel. Je prends 2 exemples très récents. L'auto-évaluation des établissements. Avec mes équipes, nous observons sur place les effets que ça génère et comment les collègues s'en saisissent. Nous avons également dans le premier degré un plan qui est assez intéressant, qui vient des Lesson Studies au niveau international et qui met en avant des professionnels qui s'emparent des problématiques et des préoccupations professionnelles pour travailler entre pairs à des questions de professionnalisation.
à chaque fois, il y a vraiment des perspectives très stimulantes, me semble-t-il, et il y a bien cette décoïncidence qui est proposée par une nouvelle orientation politique. Mais malgré tout, je vois quasiment une cécité culturelle à lire les opportunités de changement. Et je dis ça avec des données d'observation, et je vois également une énorme inertie, comme s'il y avait une forme d'hystérésis culturelle très forte, faisant que les acteurs ne s'en saisissent pas, et notamment les cadres intermédiaires, c'est-à-dire les chefs d'établissement ou les IUN, qui sont tellement dans une culture et dans une hyper-normativité qu'ils ne voient pas les perspectives nouvelles et d'émancipation par rapport à ce qu'il y avait comme possibilité avant. Donc voilà, je voulais simplement revenir sur ces éléments-là qui m'interrogent beaucoup. La forme scolaire en France est figée et sclérosée et très difficilement changeable, mais il y a une énorme inertie, non pas forcément des impulsions, mais aussi des acteurs. Oui, merci de votre intervention. Excusez-moi d'abord d'avoir parlé de façon si générale et n'avoir pas eu le temps de mettre ces concepts davantage à l'œuvre et pour les rendre significatifs. Mais je crois que vous pointez bien ce qui est ce qu'on peut appeler inertie ou passivité. Parce que les phénomènes de coïncidence, ils s'opèrent à notre insu. On ne les reconnaît pas comme tels. On les subit sans pouvoir les analyser. Et c'est pour ça que, vous l'avez dit, on ne peut pas les dénoncer. Les dénoncer ne sert à rien. Ça ne sert à rien de les critiquer, puisqu'on n'est pas face à face. C'est pour ça que j'ai proposé ce terme de fêlé, fissuré, c'est-à-dire commencer modestement à, quelque part, engager le couteau pour commencer à faire décoller ce qui colle trop. Mais il est clair que le confort, c'est la coïncidence, et pas seulement de l'institution, mais chez les sujets de l'institution. Je veux dire, il y a une logique, si vous voulez, qui est une logique d'adhérence, avant même d'obédience, qui est une logique de répétition et de conformité. Donc, cela implique peut-être d'avoir justement des concepts qui ne sont pas des concepts seulement de critique, mais de soupçon. Vous savez que la philosophie moderne est passée un peu d'une philosophie de la critique, encore jusqu'à Kant, le criticisme, au soupçon, c'est-à-dire la critique, on l'a fait de façon consciente et, disons, explicite. Le soupçon, c'est voir ce qui, en dessous, n'est-ce pas, fait que quelque chose n'est pas acceptable, d'autant plus que c'est le plus communément accepté. Donc, je crois que ça pose un problème de stratégie, pas tellement de méthode ou de méthodologie, mais de stratégie. Comment faire que cette capacité à soupçonner ce qui coince parce que justement adéquat, installé, conforme, peut être, disons, tiré comme on tire un fil et remis en question. Mais je ne pense que ça peut se faire que de façon locale. Justement, la décoïncidence ne se commande pas. C'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure en disant il n'y a pas d'arché, de commencement, commandement, il n'y a pas de principe. On ne va pas faire un discours sur la décoïncidence dans l'enseignement. Donc, c'est deux terrains. C'est tel professeur qui est dans sa classe, eh bien voilà, prend cette initiative et, disons, se décale, s'écarte d'un mode d'enseigner dont il voit qu'il n'est plus vraiment vivant ou plus vraiment opérant. Donc, c'est une notion qui, d'emblée, est de terrain et d'emblée est plurielle, donc qui ne se prête pas ni à commandement ni à synthèse. Donc, à ces commodités du discours et de la gestion, où, disons, on aimerait pouvoir remettre ça pyramidalement sous cloche. Non, je crois que justement, c'est là la difficulté, et c'est ce qui fait qu'il y a une dimension d'initiative individuelle. Dans l'association dont j'ai dit deux mots, l'intérêt était justement de relier ces sortes d'initiatives singulières, n'est-ce pas? Mais la décoïncidence, c'est du singulier. Prenez l'histoire de l'art, prenez l'histoire de la philosophie, prenez l'histoire. Si je dis que, par exemple, Charles de Gaulle, on peut s'accorder là-dessus, est un grand décoïncident dans l'histoire, comme j'ai parlé de Socrate, décoïncident en philosophie, c'est donc des initiatives individuelles, au départ marginales, mais qui peuvent, disons, qui au départ sont mal vues, mais qui en cheminant font apparaître du résultat. Et c'est ça qui devient, disons, fécond, et avec le risque
que ces décoïncidences reversent dans une coïncidence, donc d'une sorte d'établissement, d'institution qui les perd. Mais je crois que ça souligne bien ce que vous dites, ce qu'il y a de singulier et de terrain, donc qui n'est pas, si vous voulez, codifiable et dont on ne peut pas faire, si vous voulez, une sorte de procédure. De leçon. Merci. Mais au fond, vivre, c'est ça. Vivre, c'est toujours quand même une initiative qui est singulière. Et donc, toutes les constructions qui prendraient ça en charge sont elles-mêmes suspectes de commencer à rabattre, de commencer à installer, de commencer à codifier et donc à rendre conforme ce qui aurait surgi comme ça, comme singularité. Allez, on prend une dernière question. Après, je crois que c'est Lucria qui a posé la précédente, d'après ce que j'ai vu dans ma petite vignette, mais je ne suis pas tout à fait certain. C'était bien ça? Oui. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Peut-être demander à la personne de se présenter, ce que je n'ai pas fait avec lui, que je ne lui ai pas demandé. Donc, voilà. Oui, tout à fait. Il y a une dernière question. Enfin, il y a beaucoup d'autres questions, mais voilà, par rapport au temps, il y a une dernière question, s'il vous plaît. Oui, donc Gaëlle Chapelle, Université de Namur. Si la décoïncidence est individuelle, vous venez de répondre, M. Julien, comment fait-elle pour partir de l'institution? Avez-vous entendu, M. Julien? Non. Alors, Gaëlle Chapelle qui pose donc la question, si vous voulez bien la répéter, s'il vous plaît. Si la décoïncidence est individuelle. Si la décoïncidence est individuelle, comment peut-elle partir de l'institution? Comment peut-elle partir de l'institution? Je bloque par ici et je relance par là. Est-elle individuelle? Je ne sais pas. Elle est singulière. Je distinguerai un peu les termes entre individuel, singulier, particulier. Elle est singulière parce qu'elle est, disons, unique. Elle est au départ, elle est portée par une initiative. C'est ça qui me paraît important. Ça n'empêche pas plusieurs personnes d'avoir une même initiative. Alors, comment peut-elle venir de l'institution? Je pense qu'il y a le sujet de l'institution. C'est les sujets. Qu'est-ce qu'un sujet? Si je distingue d'une personne, ou disons d'un individu. Pour moi, un sujet, c'est quelqu'un qui est porteur d'une initiative. C'est-à-dire qui fait émerger du possible dans la vie. C'est ça qui nous constitue un sujet. Nous sommes des sujets d'initiative. C'est-à-dire, j'ai repris l'étymologie latine, initium, commencement. Nous sommes tous des commencements de quelque chose. Et d'abord, commencement de nos vies. Donc, je crois que c'est ça qui est important, c'est que l'institution, elle cadre, elle établit, elle encadre, et parfois elle impose. Mais elle est faite de sujets, c'est-à-dire non seulement d'individus ou de personnes, mais de sujets, c'est-à-dire de sujets d'initiative, qui donc, ne serait-ce que dire je, c'est pas je, J-E, c'est pas. Qu'est-ce qui fait un sujet? Un sujet, c'est quelqu'un qui dit je. Puis si les collectifs, dit nous, c'est pas. Mais c'est de. Et dès lors que je dis je m'écarte déjà de l'institution, je m'écarte du monde, je m'écarte de ce qui encadre, de ce qui enclôt. Donc l'émergence d'un je, J-E, n'est-ce pas, du sujet personnel, comme on dit, c'est ça qui est établi en sujet, en cas-sujet, comme dans la morphologie, c'est pas sujet-objet, en cas-sujet. Donc je crois que c'est ça l'institution, c'est que l'institution, c'est une collection de sujets, et c'est ça qui fait que l'initiative, elle est quand même singulière. Et alors ensuite, ces initiatives singulières peuvent se recouper, peuvent, disons, se coaliser, peuvent, disons, porter un mouvement plus collectif. Mais il me semble qu'il faut aujourd'hui raviver cette signification première du sujet comme étant celui qui dit je suis, je vis, n'est-ce pas, je pense. Ce jeu qui n'est pas un jeu de ego, au sens ego, le moi qui s'impose, mais de ipse. En latin, cette distinction entre ego, le moi qui possède, le moi qui revendique, le moi de l'égoïsme, comme on dit, et puis ipse qui est ipséité. Chaque sujet, chacun de nous est un sujet parce qu'il est un lui-même. Et c'est ça qui fait le sujet. Il est un lui-même, un moi-même, non pas un moi, mais un moi-même, c'est-à-dire une singularité qui émerge
qui émergent dans le monde, qui émergent dans l'institution, qui travaillent dans cette institution, qui émergent et qui donc déjà ouvrent une décoïncidence par le jeu qu'il est vis-à-vis de l'institution. Donc au fond, ça donne à penser le rapport des sujets de l'institution, et les sujets sont eux-mêmes, en tant que sujets, porteurs de ce jeu premier du « je vis, je pense, je fais », ce jeu qui est déjà en décoïncidence avec ce qui fait l'institution, le monde, tout ce qui est l'environnement où se situe ce sujet. J'ai vu apparaître Christophe dans la petite vignette et donc je vais, Monsieur François Julien, vous remercier très sincèrement pour votre intervention et pour vos réponses extrêmement, comment dire, qui vont nous donner vraiment à penser pour la suite du colloque. Et je vais passer la parole à Christophe pour prendre la suite de l'organisation. Merci encore. Merci. Bon. Super. Merci beaucoup à vous deux pour cette conférence extrêmement intéressante et pour ta manière très stimulante de rebondir, Jean-François. Merci beaucoup, Monsieur François Julien. J'étais très content au début en écoutant la conférence de me dire finalement, moi qui étais assez habitué à des choses qui tournent bien, finalement les problèmes techniques m'apportent un petit peu comme ça d'occasion de rester alerte, de rester réveillé. C'est bien. Ça m'apprendra à avoir trop confiance en moi. Enfin, je tenais encore une fois à dire un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent ici. Ce matin, ça marchait, mais alors, je vous le promets, ça marchait du tonnerre, tellement bien qu'on a osé manger un sandwich tranquillement en se disant « Ah, c'est bon, on n'a pas besoin de stresser, ça fonctionne ». Alors, vraiment, un accueil fabuleux et la technique qui nous lâche, c'est comme ça. Et vous avez peut-être vu, à un moment, j'ai pris mon ordinateur pour remplacer, on a pris celui de Najwa finalement, et au moment de le lancer, ah non, la HEFP avait décidé de faire une mise à jour sur mon ordinateur. Il ne marchait pas non plus. Vraiment, il y a des jours qui sont comme ça. Un tout grand merci à vous. Encore désolé pour ce retard. J'espère que ça n'a été pas trop dérangeant dans vos différents agendas. Et pour nous, pour le colloque, on va rendre ça tout à fait confortable et viable. Et ce que je vais vous proposer, c'est qu'au lieu d'une demi-heure de pause, nous allons maintenant faire une vingtaine de minutes de pause. On a du café, on a à manger, mais on prend quand même le temps d'échanger, de discuter. On reprend à -5 dans les salles. Et puis, entre les deux sessions, par contre, comme là, il n'y a pas de café prévu, entre les deux sessions, on va faire juste une pause technique, changer de salle. Et la deuxième session, on la commence à l'heure officielle qui sera 17h30, ce qui fait qu'on ne décalera pas l'apéro parce que j'avais peur de me faire scalper si je décalais l'apéro. Donc, en fait, on raccourcit la pause du milieu et un petit peu celle-ci. Mais café et viennoiserie vous attendent juste à côté. C'est à l'étage. Ah oui, alors vous montez, c'est à l'étage juste en dessus pour la pause.